On pense souvent que la BD, bon, c'est surtout pour les enfants. Mais en fait, ça peut être un outil incroyable pour aborder des sujets vraiment complexes, comme la science ou même la stratégie ancienne. Ah oui, tout à fait. Et c'est exactement ce que fait Wang Shuangming. C'est un artiste chinois, né en 1950, et il utilise le manhua, donc la BD chinoise, pour rendre le savoir plus accessible. D'accord. On va regarder ça d'un peu plus près. On a des extraits de livres, des articles. Il y a un papier intéressant du Gongming Daily de 98. Des critiques aussi des notes d'éditeurs comme celle d'Asiapac Books. Et notre objectif, ce serait quoi là? Essayer de comprendre comment il s'y prend, comment il transforme la science, la stratégie, la sagesse chinoise en BD qui accroche le lecteur. C'est ça, examiner sa méthode et puis l'impact de son travail. Alors, qui est ce Wang Shuangming? Vous disiez artiste polyvalente? Oui, il n'est pas que dessinateur de BD. C'est aussi un illustrateur, peintre, même affichiste. Il a une formation en art commercial et industriel. Ah, d'accord. Il publie depuis les années 80. Il a eu des prix. Il a participé à des expos. Et il a même touché au dessin animé avec un truc qui s'appelle Brother Elephant. Hmm. Certaines sources disent aussi qu'il a été rédacteur artistique au China Science and Technology Daily. Donc, un profil assez complet. Oui, on voit le lien avec la science déjà. Et justement, il a commencé par là, la vulgarisation scientifique. Exactement. Il a bossé avec un magazine, Kepu Huawang, ça veut dire le roi des illustrations de vulgarisation scientifique. Qui est pour Hua Wang. D'accord. Et l'exemple le plus connu, c'est son adaptation d'un livre de Liang Geng, le roman populaire de mathématiques, de physique et de chimie. Carrément. Maths, physique, chimie en BD. Ben oui. Et apparemment, ça a très bien marché. L'article du Guangming Daily raconte que les lecteurs étaient ravis, ils disaient qu'apprendre en s'amusant, c'était gagnant sur tous les plans, quoi. J'imagine. C'est quand même autre chose qu'un manuel scolaire rébarbatif. Voilà. Et il s'est pas arrêté là, il a aussi adapté des trucs sur Einstein, sur Darwin. Il a vraiment joué un rôle pour lier science et BD en Chine à ce moment-là. Fascinant. Mais il n'a pas fait que de la science, vous disiez. Non, l'autre gros morceau, c'est l'adaptation des grands classiques chinois. Le plus célèbre, c'est évidemment L'Art de la guerre de Sun Tzu. Ah oui, incontournable. Et comment il l'a abordé? Sa méthode est assez maligne. Il ne fait pas qu'illustrer le texte tel quel, il le réorganise un peu pour que ça coule mieux. D'accord. Et surtout, il ajoute des exemples historiques, mais dessinés. Ça rend les stratégies beaucoup plus claires, beaucoup plus concrètes. C'est le fameux «un bon dessin vaut mieux qu'un long discours», appliqué à la stratégie. C'est intéressant comme approche. Différente, par exemple, de celle de Tsai Chi-Chang, qui est peut-être plus poétique, mais parfois un peu abstraite. Oui, c'est une autre démarche. Par contre, il faut noter que pour la version de Wang Xuanming, la critique de l'édition française chez Vent d'Ouest soulignait une traduction un peu faiblarde qui était passée par l'anglais. Ah, dommage ça. Oui. Et puis, l'historien Jean Lévy, tout en reconnaissant que c'est clair, mettait en garde contre le risque de trop simplifier. C'est toujours le danger quand on adapte, non? Ben oui, forcément. Le dessin fige une interprétation, là où le texte original peut garder plus d'ouverture. C'est ça, c'est le défi. Mais cette accessibilité, c'est aussi la grande force du travail de Wang. Et il a utilisé cette approche pour d'autres textes importants. Comme quoi, par exemple? Alors, il y a eu une série Stratégie et Leadership publiée à Singapour par Asiapac Books. Dedans, on trouve Gems of Chinese Wisdom, qui est une adaptation du Zinang. Le Zinang de Feng Menglong, ce grand recueil d'histoires de sagesse. Exactement. Mais aussi les fameux 36 stratagèmes, ou encore L'Art de la guerre de Sun Bin, qui était un descendant de Sun Tzu, toujours dans la veine stratégique. Donc il creuse vraiment ce sillon de la pensée chinoise classique. Tout à fait. Et il est même allé voir du côté des mythes et légendes. Il a adapté des passages du Taiping Wangji, on pourrait traduire ça par conte chinois du surnaturel, ou même du très étrange Shan He Jing, le classique des montagnes et des mers. Ah oui, le Shan Haijing. Fascinant et très complexe celui-là. Publié où ça? Alors ça, c'était via China Friendship Publishing Co. et aussi Asia Pac Books pour certaines éditions. Ce qui ressort de tout ça, c'est aussi son style graphique, non? On le décrit comment? On dit souvent qu'il est simple, parfois un peu caricatural, et qu'il y a pas mal d'humour. Hmm. Et ce style, c'est pas juste pour faire joli, hein. Ça aide à rendre ces textes, qui peuvent paraître un peu intimidants, plus abordables. L'humour, ça ancre les idées, ça rend les personnages plus proches, ça rend la lecture plus active, plus plaisante en fait. Et du coup, l'impact final, c'est de rendre toute cette culture, ce savoir chinois classique, la stratégie, la philo, l'histoire, accessible à beaucoup plus de monde, pas juste aux universitaires. Exactement. Ça touche un public moderne, des jeunes,
et même à l'international, puisque ça a été publié à Singapour, en France, en Malaisie. C'est un vrai travail de passeur culturel. Il montre bien que la BD, c'est pas juste du divertissement, ça peut être un outil pédagogique hyper efficace. C'est exactement ça. Il a su créer un pont entre un héritage intellectuel assez dense et la curiosité des lecteurs d'aujourd'hui, en utilisant le dessin avec beaucoup d'intelligence et de légèreté. Une belle démonstration du pouvoir de la narration visuelle pour apprendre finalement. Absolument. Et ça ouvre une question, je trouve. Si la BD peut éclairer aussi bien des sujets comme la stratégie militaire ou la physique, quels autres domaines complexes, quels autres textes fondamentaux pourraient être réinventés comme ça, par le dessin? Hmm, pour s'y citer une nouvelle forme de curiosité, toucher d'autres publics peut-être. Voilà. C'est une piste de réflexion intéressante sur la transmission du savoir aujourd'hui.